à la chapelle de la rue du Bac, et rentre à l'Oasis, le pied-à-terre d'où Yvonne a disparu. À 21h, après que sœur Hélène a fermé la porte à clé, on entend du bruit dans son bureau. Elle vient de rentrer. On n'a jamais compris comment. J'étais dans le fond de la pièce, j'ai entendu un bruit comme quelqu'un, que le bruit que quelqu'un fait en sautant le cheval, comme ça, 2 pieds à pan. Je me retourne, Yvonne Aimée était auprès de son bureau. Les portes étaient fermées et la sœur était en bas au pied de l'escalier. Tout d'un coup, j'entends parler en dessous, parce que moi je logeais au-dessus de sa chambre. Ah oui. Oui, et puis j'entends parler. Je me suis dit, comme c'est drôle, mais elle venait à rentrer. Alors, ça c'est curieux. Par où est-elle rentrée? Je savais qu'il fallait sonner pour rentrer. Il fallait appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte. Donc c'était dans la nuit. Alors, je dis, ça c'est curieux quand même. Pourquoi? Par où est-elle rentrée? Bon, Parce que vous étiez à la porte d'habitude, non? Moi, je m'occupais de la porte. J'étais en face de la porte. Normalement, c'est vous qui auriez dû ouvrir. Ouvrir, oui. Alors, elle me dit, mais à un moment donné, où suis-je? Regardez. Mais je suis là dans mon bureau. Mais c'est toi, Paul, qui est là? Ah oui, je comprends maintenant. Elle cherchait à reconstituer un peu ce qui s'était passé. Je comprends, c'est mon ange qui m'a délivré. Cependant, les adversaires travaillent dans l'ombre. Les réussites d'Yvonne leur paraissent trop belles pour être honnêtes. Ils ne savent pas de quel prix elle les paie. Le père Cretté reçoit un dossier accablant. Maurice Garçon, l'avocat, futur académicien, vient d'écrire la vie d'une abbesse du Moyen-Âge, prestigieuse mais possédée du diable. Tel est le cas d'Yvonne Aimée, veut prouver l'accusateur. Le père Cretté lui-même commence à douter. Avez-vous toujours été droite, ma fille? N'êtes-vous point dans l'illusion, trompée par le démon? Mais peu après, il retrouve, à mal étroit, dans une vieille armoire, les lettres et carnets où il avait exigé qu'Yvonne Aimée note ses incompréhensibles intuitions et prémonitions 20 ans auparavant. Écrivez-les chaque jour et donnez-les-moi sans les relire, lui avait-il ordonné en 1922. Ces prédictions paraissaient absurdes, au père Cretté comme à Yvonne elle-même. Elle était honteuse de les écrire par obéissance. Le père Cretté était dans la maison, malade. Or, depuis quelque temps, j'étais un peu brouillé avec le père Cretté. Je ne le voyais plus beaucoup. Et ce jour-là, je me suis décidé à aller le voir. J'arrive, il était malade, mais enfin, il m'a accueilli avec un sourire. Ah, vous arrivez bien, vous voilà tout de même, venez ici. Je m'approche, il avait une table couverte de papier. C'était ces fameuses lettres, vous voyez. Approchez. J'approche, lisez maintenant. Alors il me donne toutes les lettres. Le cachet de la poste était 1922, et nous étions en 1943. Et tout ce qu'elle disait dans ces lettres de 1922, nous le vivions à ce moment-là. Et voilà que plusieurs d'entre elles ont pris un sens inattendu, une évidence. Par exemple, cette page du 29 septembre 1923. Je me voyais religieuse et voyageant. J'étais en Augustine, or les Augustines, cloîtrées, ne voyagent pas. Et je voyais des avions jeter de gros cylindres sur les trains, sur les gares, et détruire et incendier tout. Je voyais des hommes habillés de vert monter et descendre du train. On aurait dit des costumes militaires, mais cependant, cela ne ressemblait en rien à nos soldats. Une voix grave et douce disait: ce sera l'épreuve, la grande épreuve. Prie, prie beaucoup, surtout pour les prêtres, les prisonniers. Quand elle écrivait ces folies, en 1923, les soldats allemands n'étaient pas encore habillés de vert.
Mais l'accusateur ne lâche pas. Longtemps resté dans l'ombre dénonciateur, il se dévoile. Il la convoque, il la menace des tribunaux ecclésiastiques, si elle ne démissionne pas sur le champ. Elle finit par se rendre à sa convocation les 5-6 juin 1943, accompagnée de sœur Marianne. Il comprend alors ses outrances. Seul à seul, il lui demande pardon, à genoux, mais ce n'est que la rémission d'un instant et il continuera d'osciller. Peu après, le père Cretté meurt, rassuré sur elle, le 15 juillet 1943, veille de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, 42e anniversaire d'Yvonne Aimée. En cette impossible année 1943, son couvent, pourtant occupé par les Allemands, devient le refuge des parachutistes et maquisards blessés qui se refilent la bonne adresse. Le 7 février, le général Audibert, chef de la résistance de l'Ouest, y établit son PC. Au début mars 1944, mère Yvonne Aimée, bien informée, l'avertit. « Général, vos estafettes ont été repérées. Partez vite, voici un sauf-conduit pour Paris. » Cette fois, il n'obéit pas à celle qu'il appelle pourtant « mon général ». Il croit trop à la baraka miraculeuse de la maison. Il y est pris. Il la salue sur le seuil avant d'être emmené par les hommes en vert. C'est l'exception, malgré les perquisitions tragiques. La dernière a lieu le 23 juin 1944. Une dizaine de maquisards et de parachutistes viennent d'arriver, blessés. 2 viennent d'être opérés. Ils sont encore sous anesthésie. Yvonne Aimée les fait filer en clôture, les revêt d'une robe de religieuse, fait occuper leur lit chaud par les 2 premières personnes qu'elle rencontre. « Allez vous coucher au numéro 27, 3e médical. Vite, vous comprendrez. » Ils seront sauvés.